Pour pouvoir survivre, former des populations importantes pouvant se reproduire naturellement par essaimage et ainsi préserver l'espèce, l'abeille a besoin des 3 aliments suivants. L'eau, aliment de base sans quoi toute vie est impossible. Le pollen, élément fécondant mâle de la fleur, est la seule source de matière azotée, c'est-à-dire de protéines pour les abeilles. Stocké dans la ruche et mélangé au miel, il sert de nourriture larvaire. Sans pollen, la colonie d'abeilles ne peut plus se reproduire et disparaît très rapidement. Le nectar, provenant des nectaires des plantes, est la seule source énergétique qui sera transformée en miel et stockée en réserve dans les rayons de la ruche. Tout comme pour le pollen, sans nectar, la colonie ne peut survivre. Malheureusement, l'abeille ainsi que tout organisme vivant est en danger. La monoculture, de plus en plus envahissante, transforme notre environnement en un véritable désert écologique. Avec l'utilisation intensive et inconsidérée des pesticides, la terre, qui abritait 80% de la biomasse vivante nécessaire à la vie, est aujourd'hui stérile. Des milliers d'insectes ont déjà disparu. S'il n'y avait pas d'apiculteurs, l'abeille aurait aussi disparu depuis longtemps. Gregor Mendel, 1822-1884, en tant que botaniste, a, sans le savoir, lancé les bases de la génétique. Il en énonça les premières lois, certes avec des plantes, mais le pavé était lancé dans la mare. L'idée a germé et nous avons maintenant, grâce à lui, une idée un peu plus précise du développement des êtres vivants et du même coup de l'abeille. Jan Dzierzon, 1811-1906. Il découvre la reproduction asexuée des abeilles, appelée parthénogénèse, donnant naissance à des mâles issus d'œufs non fécondés. Frère Adam, de son vrai nom Karl Kerl, moine au monastère de Buckfast en Angleterre, parcourt le monde entier à la recherche des meilleures abeilles. Il crée ainsi l'abeille Buckfast, fruit de plus de 70 années de sélection intensive et de croisement. Décédé en 1996 à l'âge de 98 ans, son œuvre continue grâce aux éleveurs professionnels et aux groupements d'apiculteurs. Disons que l'idée de faire ceci, ça m'est venu quand j'ai été voir le frère Adam. Et en fait, dans son livre sur l'élevage des reines, il est assez catégorique. Il finit le chapitre en disant « Même le petit apiculteur devrait se préoccuper de ce problème, le problème de l'élevage des reines. » Et quand j'ai été le visiter en 1990, je lui ai demandé, vous dites dans votre bouquin, même le petit apiculteur devrait se préoccuper de ce problème. Qu'est-ce qu'il peut faire le petit apiculteur? Qu'est-ce qu'il peut faire? Et le frère Adam a été embêté de me répondre que le petit apiculteur, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire parce que s'il n'a que 10 ruches, il ne peut pas choisir, il n'a pas le choix. Il peut choisir que parmi 10 ruches. Et donc, il est impossible de sélectionner avec 10 ruches. Comment faire? Comment faire alors? C'est s'associer ensemble les petits apiculteurs ou alors s'associer avec des éleveurs qui peuvent sélectionner de manière correcte. Pour pouvoir croiser des abeilles, il faut pouvoir avoir un espace clos où les reines peuvent être fécondées. Comme il n'y a pas d'île chez nous, et comme il n'y a pas de montagne où on pourrait se mettre, on est obligé d'inséminer. C'est le seul moyen qui nous reste. La première étape du processus est d'obtenir des conditions optimales pour l'élevage des reines et des mâles. Cela nécessite de fortes colonies bien nourries, en bonne santé et libres de maladies, parasites et résidus. Pour arriver à ce stade, les colonies sont sévèrement testées pour leur caractère hygiénique. Il s'agit de congeler le couvain avec de l'azote liquide et de replacer le cadre directement dans la ruche. Pour délimiter la surface à congeler, on utilise un gabarit. Après 12 heures, au plus tard 24 heures, les cellules doivent être nettoyées.
Ce délai passé, les colonies ne sont pas retenues pour l'élevage des reines ni des mâles. Dans un programme de sélection, l'élevage des reines est une étape des plus importantes. L'apiculteur, ne pouvant se fier à la sélection naturelle, élève ses reines par des techniques dites artificielles. Il s'agit de prélever des larves provenant d'une colonie sélectionnée dite souche et de les transposer dans des cellules artificielles en plastique appelées cupules. Ces mêmes cupules sont par la suite données en élevage à une colonie orpheline, c'est-à-dire ne possédant plus sa reine et qui se retrouve dans l'incapacité d'en élever sur son propre couvain. Appelée ruche éleveuse, cet état est provoqué expressément par l'apiculteur. « 24 heures après le transposage, un contrôle des acceptations est réalisé. Voici un transposage parfaitement réussi. Lorsque les cellules royales sont fermées par une couche de cire appelée opercule, la larve se trouvant à l'intérieur ne nécessitant plus l'intervention des abeilles ouvrières, les cellules royales sont placées en couveuse dans des bigoudis de protection jusqu'à la veille de leur naissance. Les bigoudis de protection empêchent les reines de se battre si des naissances surviennent plus tôt. La veille de leur naissance, les cellules royales sont placées dans des protège-cellules, qui empêchent les abeilles ouvrières des mini-colonies dans lesquelles elles vont être placées de détruire la cellule par les côtés. Seule la reine est capable d'ouvrir l'opercule fermant la cellule. Les cellules protégées sont ensuite placées dans des mini-colonies appelées nucléi. Les abeilles sont prélevées dans les ruches et pour faciliter le peuplement des nucléi, elles sont endormies au CO2. « 24 à 48 heures après le peuplement des nucléi, un contrôle des naissances a lieu. L'ouverture bien visible de la cellule indique que la reine est née. Par la suite, la reine se fera soit accoupler naturellement ou inséminer. Lorsqu'il s'agit de rejoindre un lieu d'insémination assez éloigné, les reines naissent en couveuse et sont, par la suite, placées dans des cagettes accompagnées d'une cinquantaine d'abeilles et nourries avec du sirop.
Les cadres comportant les cagettes sont placés au-dessus d'une colonie qui fait office de banque à rennes. Cette méthode facilite le transport d'une quantité importante de rennes tout en diminuant le volume du matériel devant être déplacé. La reine est marquée afin de pouvoir la repérer plus rapidement parmi la population d'abeilles. Vivant en moyenne 5 années, 5 couleurs sont utilisées, le bleu, le blanc, le jaune, le rouge et le vert, soit une couleur par année. Cette procédure permet de connaître exactement l'âge de la reine. La reine est encagée en attente d'être acheminée vers le lieu d'insémination. Lors d'une procédure d'insémination, la reine est narcosée à 2 reprises pendant 5 minutes, la première avant l'insémination et la seconde pendant l'insémination. Cela provoque la ponte qui a lieu en déant les 5 à 6 jours après l'insémination. Ici, le cadre comportant les cagettes est enlevé de la banque à reines. Toutes les abeilles et les reines se trouvant dans les cagettes vont être narcosées en une seule fois. La production des mâles est aussi importante que l'élevage de reines. Les mâles, qui sont seulement produits en saison, ont un rythme alimentaire élevé et sont sensibles au stress. L'obtention de mâles en suffisance est souvent le facteur limitant un programme d'insémination. Confinés dans leur ruche, les mâles ainsi sélectionnés sont privés de sortie à l'aide d'un faux plancher, muni d'une grille autorisant uniquement le passage des abeilles ouvrières. Dans le cas contraire, les mâles étant acceptés dans toutes les ruches, ils iraient rejoindre celles-ci et ce serait une perte énorme pour l'insémination. Les mâles sont capturés par le haut de la ruche à l'aide d'une volière munie dans sa partie supérieure d'une grille autorisant uniquement le passage des ouvrières emprisonnées avec les mâles lors de leur capture. Les mâles ainsi emprisonnés peuvent être facilement mis dans la boîte de transport vers le laboratoire d'insémination. L'assistante reçoit les mâles et les prépare pour le technicien inséminateur. Les mâles sont introduits en attente dans une cage chauffée à 25 degrés. De là, ils seront prélevés un à un et distribués au technicien. L'éversion et l'éjaculation du mâle s'exercent par une pression lente et continue sur l'abdomen. Tout comme dans la nature, après éjaculation, le mâle meurt.
Pour plus de facilité et de rapidité, après éversion et éjaculation, les mâles sont enfilés par le thorax sur une aiguille de dissection. Le technicien prélève alors le sperme à l'aide d'une seringue spéciale munie d'un tube capillaire. Le sperme est aspiré par capillarité. Il faut compter, suivant la maturité des mâles, de 15 à 20 mâles pour inséminer une reine. L'heure est venue de faire inséminer la reine. La reine est introduite dans un tube sans issue. Elle se voit obligée de reculer pour se dégager et pénètre, sans s'en rendre compte, dans le tube de contention. Dès que le tube de contention avec la reine est placé sur le tube servant de support, le CO2 passant à l'intérieur du tube va endormir la reine. À l'aide d'un crochet ventral et dorsal, la reine est entrouverte afin de dégager l'orifice vaginal. L'insémination peut alors commencer. Cette opération, très délicate, ne peut s'exécuter que sous une loupe stéréoscopique avec un grossissement de 15 à 20 fois. On lui coupe aussi une partie de l'aile antérieure pour l'empêcher de voler et de quitter la ruche avec un essaim. C'est le clippage. Ainsi clippé, quand l'essaim quitte la ruche, la reine ne sachant pas voler tombe à terre et l'essaim, se rendant compte que la reine ne suit pas, rentre à la ruche. Après l'insémination, la reine est réintroduite encore endormie et déposée sur un lange de cuisine. Les abeilles reconnaissent rapidement leur reine et s'empressent de l'entourer pour la protéger. La reine va se réveiller et tout rentrera dans l'ordre. Elle débutera sa ponte en déant les 5 à 6 jours. Réintroduction de la reine inséminée dans sa cagette. 5 jours après l'insémination, elle sera introduite dans une mini-colonie. Par la suite, elle rejoindra une colonie de production pour exprimer sa valeur de sélection caractérisée par une activité intense donnant de fortes colonies résistantes aux maladies et aux parasites, la non-agressivité lors des visites de l'apiculteur, un caractère au butinage prononcé qui favorise le rendement en miel. Dans la nature, la reine est composée de souches de diverses origines génétiques. L'insémination instrumentale fournit la possibilité de contrôler la fécondation, rendant ainsi possible la génétique appliquée, le développement et le maintien d'un cheptel de sélection.